ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le conseil négo qui marche pour tout dans la vie. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de négociation. Alors, pourquoi déjà ? Parce que ce soir, je ne sais pas si vous le savez, là, quand cet épisode va sortir, on va être le jeudi 12 octobre. Et ce jeudi soir à 20h30, j'interviens sur le sommet Les clés de l'investissement de Katia Finance et je vais parler de négociation et comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire en immobilier. Je me suis dit donc, pour l'occasion, ce matin, on va faire une petite mise en bouche d'un petit conseil. Vous allez voir, il n'est pas transcendant, mais il est respecté par absolument très peu de monde. Et c'est important que vous l'intégriez pleinement dans la suite de votre démarche d'investisseur immobilier. Je vous précise d'ailleurs que si vous voulez encore vous inscrire pour le sommet Les clés de l'investissement de Katia Finance, vous pouvez encore le faire, même si le sommet est encore en cours, jusqu'à, je pense, vendredi soir. Et vous aurez accès au replay des différentes conférences qui auront eu lieu. Maintenant, place à ce premier conseil de négociation. Alors, juste avant de l'introduire, j'ai envie de vous rassurer. Le conseil qui va venir est très facile à appliquer. Alors, quand je dis très facile, c'est qu'il n'y a pas de biais psychologique où on a peur de négocier qui peut rentrer en jeu. Parce que évidemment, je ne vais pas vous faire un conseil négo qu'on peut tout négocier dans la vie, machin, c'est le mindset, non. Là, je vais vous donner un truc ultra factuel qui va vous aider, même si vous vous sentez un peu des quiches en négociation, il n'y a pas de souci, ce conseil-là, il est tout simple. Et pour illustrer ce conseil de négociation qui va venir là juste après, je vais parler d'un exemple basique dans lequel vous allez tout de suite comprendre de quoi je vais vous parler. L'exemple, c'est quand on demande quelque chose à un enfant. Si jamais votre enfant rentre de l'école et vous lui dites « Hello petit enfant, je suis contente que tu sois rentré à la maison. Maintenant, il est l'heure pour toi de faire tes devoirs, ensuite de ranger ta chambre et de prendre ta douche. » Quelle est, vous pensez, la probabilité que quand vous commencez comme ça, vous obteniez quelque chose, on va dire, de collaboratif et constructif de la part de l'enfant? En fait, c'est très peu probable. Parce que là, en fait, vous lui avez balancé 3 informations à la figure en même temps. Et ça, en fait, pour le cerveau, c'est compliqué de gérer ça. On ne sait pas finalement quelle est la tâche la plus importante, la plus prioritaire. On s'embrouille, on se dit « Ouh là là, il y a trop de demandes ». Et en fait, ça ne va pas fonctionner. Alors que d'attaquer un sujet à la fois sans parler des autres sujets, ça va être beaucoup plus efficace. Ça va être beaucoup plus efficace de dire d'abord à l'enfant, tiens, on va faire les devoirs, c'est la priorité, on va faire les devoirs. Là déjà c'est plus clair comme demande parce qu'on a une seule et unique demande. Donc la probabilité que l'enfant s'exécute est quand même plus forte que dans la première proposition que j'ai faite. Évidemment, je ne fais pas de leçon d'éducation parce qu'en l'occurrence, parfois c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est pour vous illustrer par un exemple. Et vous allez voir, je vais vous présenter en fait différents cas de figure en immobilier où typiquement, ce point-là, le fait de faire une seule demande à la fois, va être beaucoup plus productive que de multiplier plusieurs sujets en même temps avec son interlocuteur. On fait tous l'erreur et on s'en rend même pas compte. Je vais commencer par un cas de figure qui arrive forcément quand on investit en immobilier. C'est le moment où on va envoyer une offre par écrit, par mail bien souvent, où on va proposer un prix au vendeur. Probablement en passant par un agent immobilier, ou ça peut également être en direct, peu importe. Et au moment de la rédaction de ce fameux mail d'entrée dans la discussion sur le prix, la bonne pratique, c'est d'annoncer assez rapidement le prix que l'on propose de façon sérieuse et ensuite on va argumenter avec les différents éléments
auquel on a réfléchi qui pousserait le vendeur à accepter ce prix. Dans cet épisode, je ne vais pas parler de la liste des arguments à mettre en avant dans cette offre de prix, mais l'erreur à ne pas faire, et là on en revient au fameux conseil, c'est de parler d'autre chose que de l'acceptation du prix. Quand vous faites une offre, vous ne parlez pas par exemple « et d'ailleurs, j'aimerais également que l'on fasse un acte en main et en plus de ça, j'aimerais aussi que les vendeurs débarrassent le garage avant que je récupère les clés. Et par la même occasion, j'aurais bien aimé avoir le contact de la personne qui a refait la toiture comme vous l'avez dit, etc., etc. » En fait, au moment, par exemple, où vous faites une offre d'achat par écrit, par email, vous devez rester concentré sur qu'un seul et unique point qui est votre objectif, que le vendeur accepte le prix ou bien vous fasse une contre-proposition. Donc tout ce que vous allez écrire dans le mail va être dans un seul et unique but, l'acceptation de l'offre. Et vous ne parlez de rien d'autre. Vous ne parlez pas des formalités chez le notaire, vous ne parlez pas de ce que vous aimeriez qu'il débarrasse pendant la vente, vous ne parlez pas non plus des contacts, de DPE, de je ne sais pas quoi, d'un audit énergétique que vous auriez besoin. Tout ça, on n'en parle pas. Parce que là, en fait, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez brouiller votre message. Et en fait, c'est seulement dans un second temps, une fois que vous aurez eu votre acceptation de prix, que vous commencerez à attaquer les prochains sujets que vous aimeriez résoudre avec le vendeur. Mais il ne faut jamais multiplier en fait les demandes parce que vous allez juste embrouiller votre message. Alors peut-être que dans ce cas-là, ça vous paraissait peut-être évident. Mais je vais vous donner un autre exemple, c'est l'exemple du fameux compromis. Donc imaginons vous vous êtes mis d'accord avec le vendeur sur un prix, en passant par un agent immobilier ou pas, peu importe, et là vous êtes en train de recevoir le compromis avant la signature. Et vous relisez ce compromis. Évidemment, il faut essayer de réclamer ce fameux compromis avant, même quelques jours avant, la fameuse signature du compromis pour que vous ayez le temps de faire des retours. Et vous obtenez ce compromis et là, vous vous dites « Oh là là, l'agent immobilier n'a rien compris. Déjà, il a oublié de mettre l'acte en main dans le compromis. En plus de ça, il a mis la durée par défaut pour obtenir le prêt de 45 jours ou de 30 jours, alors que moi, j'avais demandé 90 jours. Et en plus de ça, il n'a pas mis le DPE en annexe. Et en plus de ça, il s'est trompé dans mon état civil. » Alors là, en fait, vous allez être tenté par faire un email qui détaille tout ce qui ne va pas. Et en fait, vous allez vous dire, c'est bien, c'est scolaire, tac, 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 c'est carré, voici la liste des 4 choses qui ne vont pas. Le danger de faire ça, c'est qu'en fait, les gens, ils vont répondre à 3 questions sur 4. Et peut-être, en fait, en plus, qu'ils vont répondre à 3 questions sur 4, mais celle à laquelle ils ne vont pas répondre, ça va être la plus importante. Donc, dans ces cas-là, il faut absolument prioriser vos demandes. Je ne dis pas qu'il faut faire forcément 4 mails séparés en attendant à chaque fois un point puis l'autre, etc. Mais il faut réussir à dégager qu'est-ce qui est important dans votre demande, qu'est-ce qui est mais ultra méga important, et qu'est-ce qui l'est moins. Et les choses qui sont moins importantes, vous ne les mettez pas encore. Vous attendez d'abord d'avoir réglé les choses importantes et après seulement, vous mettez les choses moins importantes. Pour que les gens en face, ils soient focus sur les choses qui comptent pour vous et qui ont un réel impact. Et souvent, ce sont aussi les choses qui sont les plus compliquées pour eux à traiter. Par exemple, l'acte en main, c'est une priorité, surtout si jamais vous n'avez pas envie de mettre d'apport dans votre projet. Vous allez négocier cet acte en main, vous allez dire « Écoutez, on en avait discuté, est-ce que je peux vous rappeler ? Le compromis ne parle pas de l'acte en main, est-ce qu'on peut savoir par téléphone pour en rediscuter ?» Et en fait, comme ça, vous reparlez déjà ça et vous dites « J'ai survolé le compromis, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait pas mentionné l'acte en main. Est-ce qu'on pourrait en rediscuter par téléphone ?» Et là, bam, vous traitez ce point. Et dans un second temps, une fois qu'il a compris, qu'il a corrigé l'acte en main, là, vous refaites un mail en disant « Mais au fait, vous avez oublié peut-être les 90 jours pour que je réussisse à obtenir un prêt. » Peu importe, ça peut être aussi les conditions du prêt. Et enfin, dans une dernière échange, vous mettez les broutilles de type... Voilà, les papiers administratifs, le DPE, les documents annexes qui doivent être joints au compromis. Vous mettez aussi les problèmes de frappe, d'orthographe de votre nom, de votre date de naissance, etc. Ça se règle à la fin. Mais en fait, vous voyez, quand vous êtes un bon négociateur, priorisez vos demandes de façon systématique. Et juste, je veux dire, c'est peut-être que vous allez dire, oui, mais le DPE, c'est super important, nanana. Oui, mais il faut savoir un truc, un compromis,
Concrètement, vous pouvez tout à fait le faire tomber à l'eau après coup en ne pas réussissant à obtenir votre prêt. En général, c'est quand même pas hyper compliqué de ne pas obtenir un prêt et d'avoir 2 ou 3 papiers d'attestation de banque qui refusent de vous financer. Ça, si jamais c'est pas le cas, c'est que votre projet il est clairement pas assez ambitieux pour vous. Probablement, hein. Je mets des pincettes, mais voilà. Donc, vous avez donc compris maintenant, quand vous négociez, l'astuce qui marche à tous les coups, c'est de choisir à chaque fois le combat principal. Et une fois que le combat principal est mené à bien, là, vous passez sur les combats secondaires. Mais essayez de toujours être bien clair avec votre interlocuteur sur votre demande, votre priorité, et ne la mélangez pas avec d'autres sujets. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça vous a donné déjà un premier conseil. Faites bien attention maintenant quand vous avez une demande envers quelqu'un, que ce soit envers vos enfants, envers votre compagnon, votre conjoint, envers un collègue, envers un employeur, envers une négociation immobilière, envers un agent immobilier, bref, peu importe. Essayez toujours de vous dire, est-ce que je suis bien claire sur ma priorité? Et c'est uniquement de ça que je parle dans un premier temps. Sur ce, si vous voulez plus de conseils de négociation, vous savez parfaitement où aller ce soir à 20h30. Jeudi 12 octobre, j'interviens donc sur le sommet de Katia Finance. Pour vous inscrire, le lien il est juste en dessous dans la description de l'épisode et vous pourrez accéder à un replay si jamais vous n'êtes pas disponible ce soir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!